Alors déjà, Jérémy, là, je te mets un petit carton rouge, alerte doublon sur le portefeuille de Jérémy. Pourquoi? Parce que sur le compte titre, sur le PEA et sur l'assurance vie, il investit dans exactement les mêmes choses. Moi, je ferais clairement une stratégie Q propre, une stratégie clean sheet. On nettoie un petit peu tout ça. On dégage tous les ETF du compte titre qui existent déjà sur le PEA. Donc, ça veut dire que pour 1000 euros de revenus sur une SCPI française, quand il est en TMI 30%, mais il va payer 47, d'impôts sur ses revenus locatifs. Donc, la moitié en fait. Bonjour, bienvenue à tous. Je reprends les analyses de patrimoine après une longue pause pendant les vacances. C'est parti. On commence avec ce patrimoine qui m'a été envoyé par un abonné. Donc, ça date d'avril. Je suis vraiment désolé pour si regarde. En tout cas, j'ai mis vraiment du temps à te répondre. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de demandes et j'ai sélectionné celle-ci. Et on va recommencer donc avec cette analyse. Il s'agit donc d'un homme qui a 35 ans, ingénieur, qui vit en concubinage avec 2 enfants en bas âge. Heu, une tranche marginale d'impôt de 30, revenu mensuel net de 4 600 € par mois, un profil de risque équilibré, 43 000 € d'épargne précaution, donc ce qui me paraît un petit peu beaucoup, mais on va voir après ça en détail. Un horizon de temps de 10 ans et en objectif, la liberté financière, des revenus passifs, valoriser un capital et un objectif de transmission, par la suite, j'imagine. Bon alors, il est peut-être un petit peu jeune pour la transmission à 35 ans, mais pourquoi pas commencer à s'en préoccuper. Il a 500 € de capacité d'épargne. Alors, j'aime bien ce type de profil parce que, moi, à titre perso, je m'identifie à ça parce que on dirait que c'est moi, quoi. Moi, j'ai 2 ans de plus, du coup, mais voilà, j'étais ingénieur avant et voilà, j'ai 2 enfants aussi en bas âge. On a à peu près les mêmes revenus avec ma conjointe, donc et je pense, hein, c'est peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que mon audience est assez peut aussi bien se retrouver dans ce type de profil, voilà, qui concerne beaucoup de trentenaires, voilà, qui viennent d'être parents. Donc voilà, raison pour laquelle aussi j'ai choisi ce profil qui me paraît vraiment super intéressant. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je commence par présenter sa situation perso. On va aller là, il m'a pas rempli mon tableau à moi perso, il m'a rempli un Finari, donc on va aller voir sur son Finari et on reviendra en fin d'analyse pour voir par rapport à ses objectifs, ce qui peut être optimisé, amélioré, ou s'il va droit dans le mur ou s'il est plutôt en bonne voie. Même s'il n'a pas utilisé mon outil, je te le présente rapidement, hein, tu peux le télécharger dans le lien en description. C'est un outil qui te permet voilà, de renseigner ton patrimoine par enveloppe, par type d'actif. Tu peux avoir une vision globale de ton patrimoine avec RP, sans les RP, à l'instant T, en cible, et tu peux après faire le détail de la bourse, de l'IMO, de l'exotique. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux le mettre dans le lien en description. Et d'ailleurs, si tu veux postuler pour une analyse de patrimoine, tu peux postuler aussi ci-dessous et tu devras renseigner ça ou m'envoyer un lien Finari. Donc du coup, vu qu'il m'a envoyé son lien Finari, on va commencer par ça, par le patrimoine global. Donc il a 500 000 € de patrimoine brut. On va voir qu'en net, c'est pas tout à fait ça. Il a 206 000 de patrimoine net. On va voir en fait qu'il a un crédit assez important, notamment sur des SCPI. Et voilà, donc si on prend le patrimoine brut, il a la moitié en IMO, 250 000, 130 000 en livret, 106 000 en actions et fonds, puis il a un petit peu de crypto et un peu de métaux précieux. Mais si on est sur le patrimoine net, finalement, on enlève l'immobilier parce que du coup, son crédit n'a pas été pris en compte. Enfin, a priori, le crédit est très récent, raison pour laquelle il n'y a pas encore de capital remboursé ou peut-être ça n'a pas été mis à jour. Mais en tout cas, dans le patrimoine net, on voit à peu près la moitié en actions et fonds à hauteur de 106 000 € et des livrets à hauteur de 129 000 et du coup la crypto à hauteur de 5 000. Et alors on voit qu'il a une moins-value de 28 000 € sur le patrimoine net, mais on va voir que c'est un peu biaisé parce qu'en fait c'est biaisé par les frais d'entrée des CPI. La moins-value est appliquée par rapport aux frais d'entrée qu'il a payés sur les CPI, donc raison pour laquelle on voit une moins-value, même s'il a quand même une moins-value sur une départ et ce qu'on va développer. Donc sur la partie IMO, donc on voit que le patrimoine des CPI qui a été emprunté de 257 000, mais on voit voilà, qu'il y a 50% lui. Donc vu qu'il est en concubinage, j'imagine qu'il a fait moitié-moitié avec sa conjointe. Et on voit que dans la répartition des 3 SCPI qu'il a choisis, donc il y a Primovie, Épargne-Pierre et Transition Europe. Alors, on voit que la majorité a été épargnée sur Primovie, qui je rappelle est une SCPI de santé. Je vais vous montrer un petit peu, après je vais aller sur Louvinvest pour montrer un peu ce que j'en pense et pourquoi je pense aussi des choses bien ou pas bien sur ces SCPI. On voit Épargne-Pierre, qui est une SCPI principalement en bureau, et Transition Europe, qui est donc full Europe. Il y a 62 000 sur Primovie, 40 000 sur Épargne-Pierre et 26 000 sur Transition Europe. Donc, bien sûr, je le rappelle, ça n'a pas été investi avec son cash, il a fait du levier, donc du crédit, ce qui est une bonne chose, enfin, ce qui peut être une bonne chose parce que effectivement, c'est quelque chose de méconnu. On peut faire du crédit avec des CPI, c'est comme de l'IMO physique, on peut faire du levier. Mais sur des CPI, le problème, quand on fait du levier, dans la majeure partie des cas, on se retrouve à avoir un effort d'épargne important et d'autant plus quand
on a des taux aussi hauts qu'actuellement. Alors, je sais pas quand il a emprunté, mais je sais qu'en ce moment, pour des CPI, il faut compter 4,8, entre 4,5 et 5. Il y a un an, bah, c'était, plutôt entre 5 et 5,5. Donc en gros, quand il faut compter généralement un point de plus que sur, l'IMO classique parce que, bah, voilà, pour emprunter à CPI, bah, les taux sont plus élevés. Donc généralement, on a entre 0,5 et un point de plus pour le taux. Ce qui fait que finalement, bah, on emprunte quand même un taux assez cher, ce qui implique du coup un effort d'épargne important. Et alors c'est bien parce qu'on fait travailler plus d'argent, mais moi ce que je fais souvent avec mes clients quand je suis en mission de conseil, c'est que j'étudie quand même les autres solutions. Toujours, est-ce que c'est pas mieux en nue propriété? Est-ce que c'est pas mieux en assurance vie? Parce que finalement cet effort d'épargne qu'on met pour combler le crédit, est-ce que si nous on mettait cet effort d'épargne pour acheter tous les mois de la SCPI, est-ce que en fin de compte, bah, on n'aurait pas plus que si on avait fait du crédit? Et ça, c'est quelque chose souvent que les CGP oublient de calculer et que moi je m'efforce de calculer à chaque fois et j'ai même créé un outil de simulation SCPI que je suis en train de mettre au point et d'affiner et si tu es intéressé, je pourrais te le partager d'ailleurs pour vraiment, comparer finalement, bah, le fait de faire et du crédit et de la nupro et de faire mensuellement une épargne sur une assurance vie, donc en tenant compte bien sûr des frais de gestion, en tenant compte bien sûr, bah, en tenant compte de, bah, tous les inconvénients de l'assurance vie, mais vraiment comparer ça. Bref, je reviens à nos moutons, donc il a Primovie, alors on voit que il a moins 10% sur épargne pierre et Transition Europe. Alors ça, c'est normal, c'est les frais d'entrée, voilà. Donc ils ont été déduits, c'est les frais d'entrée, donc ça, rien de dramatique. Par contre, Primovie, on voit moins 16%. Là, pour le coup, pas de chance, ils ont baissé leur prix de part en 2023. Alors, les frais d'entrée de Primovie sont de 8% environ, et bah, du coup, il y a eu une baisse de prix de part de 8%, ce qui fait que là, pour le coup, il a eu une vraie perte de 6 000 € à cause de la baisse de ce prix de part. Moi, la première remarque que j'ai en fait, c'est de dire et c'est le premier truc que je fais généralement quand j'accompagne des clients pour les faire investir en SCPI, c'est déjà de regarder la fiscalité, avant de savoir par quels moyens on fait de la SCPI. Et moi, quand je vois une TMI 30, pour moi, les 3 meilleures solutions qui existent, c'est soit la SCPI étrangère, donc à crédit ou pas à crédit, soit de la nue-propriété ou soit via assurance vie, via une bonne assurance vie, je précise. Et là, ce que je vois, c'est que il a fait du crédit, OK. Transition Europe, très bien, c'est de la SCPI à l'étranger, donc sa fiscalité, elle va être optimisée. Épargne pierre, bah non, c'est français, quasiment à 100 et on va le vérifier après. Et Primovie, c'est aussi en majorité en France. Donc on va vérifier ça, hein, mais voilà, si tu regardes, je suis sur Louvainvest rapidement. Donc Transition Europe, hein, qui est une SCPI très récente qui a délivré le plus gros rendement l'année dernière de 8. Donc pour le coup, un très bon rendement et donc on a 10 de frais et si on regarde, voilà, la répartition géographique, hein, on voit qu'on est, il y a rien en France, il y a Pays-Bas, Espagne, Irlande, Pologne, Allemagne. Ce qui fait qu'effectivement pour la fiscalité, là, les revenus, qu'il va toucher vont être optimisés. Alors je ne vais pas rentrer dans les calculs de Polichinelle comment calculer les CPI, de l'immobilier étranger parce que c'est un peu complexe, mais grosso modo, dans la majorité des cas, il faut compter à peu près 25 en comptant à la fois le prélèvement à la source, en comptant aussi le taux d'imposition qu'il y a, bah, sur les revenus, prélèvement à la source déduit. C'est grosso modo ça. C'est évidemment pas pareil pour tout le monde, mais généralement, il faut compter 25. Alors que s'il est imposé en France, il va être imposé à 30 à sa TMI plus à la CSG. Donc ça veut dire que pour 1 000 € de revenus sur une SCPI française, quand il est en TMI 30 beh, il va payer 47,2 d'impôts sur ses revenus locatifs. Donc quasiment la moitié en fait. La moitié part en impôts sur la SCPI française, alors que sur les SCPI étrangères, bah, c'est plutôt un quart. Donc on divise quand même par 2 l'impôt. Donc raison pour laquelle quand on investit en direct et qu'on ne fait pas de nue propriété, que l'on soit en crédit ou en comptant, les CPI à l'étranger, selon moi, restent la meilleure façon de limiter l'impact fiscal. Alors oui, peut-être, vous allez me dire, s'il fait du crédit, il peut déduire les intérêts d'emprunt, c'est vrai, il va déduire les intérêts d'emprunt qui sont importants en ce moment, et c'est vrai, et du coup, ça va réduire son assiette fiscale, mais par contre, le taux d'impôt reste quand même à 47. Il va pas t'imposer à la moitié, comme j'ai dit, parce que effectivement, son assiette fiscale va diminuer grâce à la déduction des intérêts, mais quand on a calculé son assiette, bah, quand même, le taux d'impôt appliqué sera 47,2. Alors que s'il investit sur des CPI étrangères, pareil, il pourra déduire ses intérêts d'emprunt, donc son assiette fiscale va diminuer, mais son taux d'impôt va être aux alentours de 25 plutôt de 47. Donc du coup, transition Europe, pas grand chose à dire, plutôt adapté. Par contre, si je vais voir, donc on a dit épargne pierre,
Épargne pierre qui est là et on voit que géographiquement, ben, on est à 100 en France. Donc là, fiscalement, pour moi, c'est pas adapté. Même si c'est plutôt une bonne SCPI, enfin, c'est une SCPI que je trouve correcte. En plus, elle a un prix de reconstitution aujourd'hui qui est décoté, donc on a un prix intéressant, on a un bon rendement, on est plutôt bien diversifié. Alors, elle est quand même majoritairement en bureau, mais pas non plus à 70 ou 80. Donc je trouve que c'est pas forcément une mauvaise SCPI. Elle est bien capitalisée en plus, c'est plutôt voilà, un mastodonte de la SCPI française diversifiée. Mais par rapport à sa situation où il est en TMI 30, ça me paraît pas le plus pertinent parce que, bah, du coup, bah, la fiscalité va faire diminuer fortement son rendement. Et on va finir par regarder Primovi. Donc Primovi, hein, qui a pris un petit peu cher, hein, vous allez voir sur le voilà, son prix, hein, vous voyez que son prix de reconstitution, sa valeur de reconstitution a énormément baissé et du coup, ils ont été obligés de baisser le prix de part parce que, ben, du coup, ils s'éloignaient, bah, de la fourchette autorisée par l'AMF qui était de plus ou moins 10 par rapport à leur prix d'achat et on voit que même après le baisse de prix de part, aujourd'hui, la valeur de reconstitution, elle est encore inférieure. Donc si on l'achète encore aujourd'hui, on l'achète encore trop cher. On a encore un risque de baisse de prix de part aujourd'hui, d'autant plus que, ben, vous voyez, hein, on a une surcote de quasiment 5 et d'autant plus que le rendement est non plus pas terrible, hein, ils ont dû baisser le rendement, donc une SCPI qui était quand même bien en difficulté. Après, c'est une SCPI de santé, donc c'est peut-être aussi, un investissement de conviction sur le vieillissement de la population, donc pourquoi pas? Mais voilà, effectivement, bah, la baisse de 8 000 € qu'on a vue sur son portefeuille est due à ça et si on revient sur la partie fiscale, on voit là que pour le coup, c'est un peu plus diversifié, géographiquement, il y a pas que en France, mais on a quand même une majorité, voilà, on est quand même à 65 en France, donc encore une fois, je trouve que c'est pas ultra pertinent de mettre de la SCPI majoritairement française quand on est en pleine propriété et en direct. Ensuite, on voit rapidement ce qu'il y a sur les livrets. Donc, on voit, on voit qu'il y a 130 000 € sur les livrets. Il a des comptes épargne, donc 22 000 €. J'imagine, voilà, j'imagine que ça ressemble tout à fait à un livret A et ça à un LDD, parce qu'on voit 22 800 et l'autre 11 900. Donc, j'imagine qu'il a rempli ses livrets pour l'épargne de précaution. Je vois aussi qu'il a un compte d'épargne chez Ramify. Alors, il n'y a pas le détail, mais j'imagine que c'est peut-être voilà, une sorte de livret boosté qu'il y a chez Ramify qui généralement propose des très bons taux sur de l'épargne sécurisée. Alors, vous voyez qu'il y a marqué 126 000 €, mais je pense qu'il y a eu un bug parce que là, je vois en fait il y a que 44 000 € qui correspond finalement à son épargne de précaution, hein, mais on voit pas d'autre chose par rapport aux 126 000 €. Donc, je pense qu'il y a eu un petit bug, mais voilà, grossièrement, il a 45 000 € sur des livrets, donc j'imagine épargne de précaution et un peu de cash boosté sur un compte Ramify. On va passer aux actions, qui va aussi beaucoup nous intéresser. Alors là, pareil, je comprends pas pourquoi il y a marqué 106 000 € alors qu'on voit ici 35 000 €, mais bref. On va pas forcément se focus sur les montants, mais plutôt sur la répartition et sur s'il a fait des bons choix ou ce qu'il peut optimiser. Donc, on voit qu'il y a marqué compte titre. Alors ça, je reconnais le logo de Goodvest. Alors c'est pas un compte titre pour le coup, c'est une assurance vie parce qu'ils ont pas de compte titre encore Goodvest, à moins qu'il est sorti entre-temps, entre le moment où j'enregistre et maintenant. On voit qu'il a 15 000 €, donc j'imagine donc c'est de la gestion pilotée, un Goodvest, on peut pas faire de gestion libre. Donc vous savez, un Goodvest, ça fait partie de ce qu'on appelle ces robots advisors qui sont, bah, voilà, des assurances vie en gestion pilotée, comme Nalo, comme Ramify, et comme Yomoni aussi. À la différence que Goodvest se distingue par rapport à leur côté investissement vert, investissement durable. Donc j'imagine que notre ami, qui m'a partagé son patrimoine a une appétence pour l'ESG et pour l'investissement vert, donc raison, j'imagine, pour laquelle il a investi via Goodvest et pas via une autre assurance vie en gestion pilotée. Et on voit quoi? Alors on voit pas mal de bonds, pas mal d'obligations, donc enfin il y a à peu près 6 000 à 7 000. Donc j'imagine qu'il est sur un profil, plutôt équilibré parce que je vois même il y a plus, hein, il y a à peu près la moitié, il y a à peu près 7 000 à 8 000 € sur les 15 000 qui est en obligations, donc sur des obligations d'État. Je vois de l'euro principalement, je vois aussi, le Aggregate Green Bond qui est, global, qui est mondial. Donc voilà, il a on va dire sa partie safe, hein, qui est principalement, investie sur des obligations d'État et bien sûr des obligations vertes et ensuite l'autre moitié est investie plutôt sur des ETF, donc portefeuille, hein, qui a été fait par, Goodvest. On voit quoi? On voit Amundi MSCI World, SRI Climate Net Zero Ambition, donc en gros c'est un MSCI World, donc un ETF monde, hein, où ils ont appliqué un filtre ESG pour garder que les entreprises les plus vertueuses. Pareil côté USA, alors c'est le MSCI USA qui est un peu différent du S&P 500, mais c'est le même concept. On prend les plus grosses boîtes américaines et on applique un filtre pour garder que les entreprises qui ont de bonnes notes ESG. Pareil, le BNP Easy Low Carbone 100, c'est on va dire le même concept, mais plutôt sur l'indice européen. Et il a ensuite un ETF World Water, donc qui va suivre les entreprises qui travaillent dans l'eau, à la sauvegarde de l'eau.
Et ensuite, il a un fonds, de Mirova Europe Environmental Equity Fund. Alors celui-là, je le connais pas trop, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Globalement, j'ai envie de dire, il est plutôt bien diversifié, en termes d'ETF, hein, sur, cette assurance vie. Même si j'ai toujours ce côté, voilà, je suis pas trop fan d'avoir un MSCI World et un MSCI USA parce que, bah, voilà, le top 10 des positions, c'est généralement les mêmes parce que, voilà, l'ETF monde, il est composé à 70 de boîtes américaines. Donc quand on prend un ETF monde et un ETF USA qui soit vert ou pas vert, hein, on a généralement le même top 10. Donc, moi, ça me paraît être un peu du doublon d'avoir ça en plus, c'est les mêmes émetteurs. Donc voilà, moi, je l'aurais pas forcément construit comme ça. J'aurais gardé que le l'ETF monde, j'aurais éventuellement complété avec un émergent, éventuellement boosté avec l'Europe, parce que l'Europe est un petit peu moins représentée dans l'ETF monde, mais il est aussi là. Donc, pour moi, en fait, ça plus ça fait ça, en fait. Enfin, l'ETF USA plus l'ETF Europe, bah, finalement, on est proche de l'ETF monde. Donc pour moi, c'est soit on prend l'ETF monde, soit on construit notre ETF monde nous-mêmes avec un ETF US et un ETF Europe. Donc petit doublon que je vois là, voilà, qu'à titre perso, j'aurais pas pris. Mais en réalité, bon, c'est pas très grave, hein, ça reste des ETF qui sont performants, enfin voilà, qui vont suivre le marché avec une composante verte, hein, qui est a priori importante pour lui. Ensuite, on va voir ce qu'il a sur son PEA. On voit qu'il a un autre ETF MSCI World à hauteur de 10 000 €. Clairement, qui est largement surpondéré sur son patrimoine d'actions globales, hein. Et on voit qu'il a un Lyxor Net Zero S&P 500 Eurozone, donc qui est un équivalent, hein, de ce qu'il a là, le BNP Paribas Easy Low Carbone. Alors je ne suis pas allé regarder les indices, hein, c'est des indices différents qui sont suivis, mais le concept est le même, c'est qu'on va suivre un indice des plus grosses boîtes européennes, qui sont plutôt vertueuses, où on va filtrer, on va enlever les entreprises qui sont moins bien notées en ESG notamment. Et on voit qu'il a du Air Liquide, et du Novo Nordisk, donc 2 titres vifs, pourquoi pas? Alors bien parce que du coup, c'est des boîtes européennes, donc intelligent de les mettre sur le PEA. Ensuite, je vois qu'il a un compte titre chez Trade Republic avec un ETF VanEck Uranium Nuclear Technology à hauteur de 1 200 €, un Lyxor Core MSCI Japan, et je vois après d'autres choses, alors que je connais moins. Alors c'est un BlackRock a priori, ISP, alors, je vois pas ce que c'est, je pense pas que ce soit un ETF celui-là. Il a aussi un ETF monde aussi sur, le Trade Republic, et je vois qu'il a le même ETF qu'il avait son PEA, il a aussi sur le compte titre. Alors je vais déjà faire une pause là, parce que là, je vois déjà beaucoup d'axes d'optimisation. Alors je vais l'appeler notre ami, je vais l'appeler, Jérémy, ce sera plus simple alors c'est pas son vrai nom bien sûr, mais je vais l'appeler Jérémy. Alors déjà Jérémy, je te mets un petit carton rouge, je lance l'alerte doublon, c'est quelque chose que je vois très régulièrement, trop régulièrement. Donc alerte doublon sur le portefeuille de Jérémy, pourquoi? Parce que sur le compte titre, sur le PEA et sur l'assurance vie, il investit dans exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que il a, d'une part, sur son assurance vie en gestion pilotée, il a à la fois un ETF monde et il a 2 autres ETF qui sont déjà dans l'ETF monde, donc déjà doublon dans son assurance vie. Je vois aussi que sur son PEA, il a un autre ETF monde, et sur son compte titre, il a encore un ETF monde. Pourquoi avoir 3 ETF monde sur les 3 enveloppes? Alors, sur l'assurance vie, pourquoi pas? Si tu es en gestion libre et si tu as envie de dynamiser ton assurance vie, pourquoi pas? Ou sur un PER, pourquoi pas? Mais l'avoir un ETF monde sur un PEA et un compte titre à la fois, je trouve pas ça pertinent, surtout quand c'est un ETF monde classique. Si tu m'avais mis un ETF monde Smart Beta sur ton compte titre, je t'aurais dit oui, parce que ce n'est pas dispo sur le PEA. Ton ETF monde, tu en as des bons dispo sur le PEA. Pourquoi tu ne profites pas du PEA? Tout ce que tu peux pas mettre sur le PEA, pourquoi tu ne mets pas en priorité sur le PEA? Pourquoi tu n'utilises pas le compte titre pour ce qui n'est pas dispo sur le PEA? Parce que le compte titre, je te rappelle, la fiscalité est moins intéressante et elle pourrait être encore pire en fonction des changements de loi qui pourraient arriver. Donc, le PEA te permet d'avoir une fiscalité ultra avantageuse et d'avoir accès à plein d'ETF super intéressants. En plus de ça, je vois que tu as le même ETF et sur le PEA et sur le compte titre. Donc là, un doublon dans lequel je vois vraiment aucune utilité. Et pareil, tu as le MSCI Japan, il existe, il y en a sur le PEA. Donc moi, je ferais clairement une stratégie Q propre, une stratégie clean sheet. On nettoie un petit peu tout ça. On dégage tous les ETF du compte titre qui existent déjà sur le PEA. Donc le Japan, le Lyxor Net Zero, il existe sur le PEA. Donc récupère ces sous et mets-les plutôt sur le PEA où tu auras une meilleure fiscalité, où tu pourras capitaliser plus facilement. L'ETF VanEck nucléaire, pourquoi pas? Celui-là, il est pas dispo sur PEA. Si c'est une conviction forte que tu as, complètement, ça peut être une bonne idée. Par contre, le iShare Core MSCI World, alors oui, effectivement, il est pas sur le PEA celui-là, et il a 2 avantages, il y a moins de frais, il est capitalisant, donc ça peut être OK, une idée. Par contre, alors, dans ces cas-là, pourquoi as-tu une assurance vie en gestion pilotée? Si tu es capable de choisir toi-même tes actions en gestion libre sur le PEA et le compte titre, pourquoi ne pas,
utiliser ton PEA parce que tu n'auras pas de frais de gestion que tu as sur l'assurance vie et tu n'auras pas en plus les frais en gestion pilotée que tu payes à Goodvest. Alors je suis désolé, c'est pas que je n'aime pas Goodvest, hein, je les adore, ils sont top, mais pour moi, les courtiers de robo-advisor, tout ce qui est voilà, Ramify, tout ça, Ramify, Nalo, Goodvest, qui sont vraiment géniales, hein, c'est déjà 1000 fois mieux d'aller chez eux que d'aller dans ta banque traditionnelle ou même dans l'assurance vie vendue par un CGP, voilà, qui rémunère un rétrocom et qui te prend des frais sur versement et beaucoup de frais de gestion. C'est déjà largement mieux d'aller chez eux. Mais si tu es capable de choisir tes ETF toi tout seul sur un PEA, pourquoi tu ne prends pas une assurance vie en gestion libre? Tu auras 3 fois moins de frais. Tu vas passer de 1,6% de frais de gestion à 0,5. Donc tu le sais que les frais impactent énormément les performances sur le long terme. Donc voilà, grossièrement, si je dois te faire un résumé des axes d'optimisation que tu peux faire, c'est si tu souhaites vraiment toujours investir sur assurance vie parce que tu aimes bien ce support et que tu veux du coup loger des ETF plutôt éco-responsables, pourquoi ne pas prendre une assurance vie en gestion libre sur lequel tu auras largement les mêmes ETF de dispo? Pourquoi sur ton PEA et compte titre, tu n'utilises pas uniquement ton PEA pour ta stratégie ETF indicielle sur les ETF qui sont dispo et tu n'utilises pas uniquement le compte titre pour les ETF thématiques comme celui que tu as pris là, d'uranium et nucléaire et éventuellement d'autres ETF thématiques ou smart beta qui ne seraient pas dispo sur le PEA. Comme ça, on utilise vraiment les enveloppes pour leur utilité. Ensuite, je vois qu'il a un PE que je vais pas dérouler volontairement parce qu'il m'a demandé de rester confidentiel sur la boîte dans laquelle il travaillait, puis c'est des actions au nom de sa boîte. Donc je vois qu'il a un PER aussi chez Ramify. Donc ça, j'imagine qu'il a ouvert un PER pour défiscaliser. Donc là, pareil, j'adore Ramify, ils ont été mon sponsor et ils sont top sur tout un tas de trucs, notamment sur les assurances vie et PER en gestion pilotée. Mais tu as quand même des frais de gestion, puisque c'est de la gestion pilotée. Donc, si tu es capable, encore une fois, si tu es capable de choisir toi-même tes ETF sur ton PEA, et je vois que tu as mis plus de 10 000 euros, hein, pourquoi ne pas le faire aussi toi-même sur ton PER? Tu vas gagner 0,5 voire 1% de frais de gestion annuels. Donc, voilà, je lui mets la puce à l'oreille à notre Jérémy pour lui demander pourquoi il prend de la gestion pilotée alors qu'il fait déjà de la gestion libre sur PEA. Après, attention, ce ne sont pas du tout des mauvaises gestions pilotées qu'il a pris, que ce soit Ramify ou Goodvest, ce sont des très bonnes assurances vie et très bons PER en gestion pilotée, avec j'ai une petite préférence pour Ramify, j'aime beaucoup Ramify parce qu'il ne propose pas que de l'ETF. Tu peux mettre de la SCPI, tu peux mettre du private equity, et ça, je trouve ça cool parce que ça te permet d'être diversifié en termes d'actifs. Surtout que là, je vois que tu as une assurance vie chez Linksea avec, pareil, l'ETF, le même MSCI World vert, SRI Climate Net Zero, tu l'as déjà sur ton assurance vie en gestion libre. Donc la question, c'est pourquoi tu la laisses en gestion pilotée alors qu'ils t'ont pris la même chose ici et que ces deux-là refont essayent de ressembler à l'ETF Monde. Donc du coup, pour moi, il y a beaucoup de doublons et beaucoup de frais que tu pourrais t'éviter de payer si tu mettais tout sur ton assurance vie en gestion libre. Ensuite, on va terminer sur la crypto. On va voir un petit peu ce qu'il a. On voit qu'il a 5 700 €, dont 5 000 en Bitcoin, 600 en Ethereum et après des petites cryptos qu'il a pris d'ailleurs sur Finari. Il a de l'USDC, du Polygon. Et sur Binance, il a pris du Pendle, du Fed, du Polygon. Alors pour le coup, il a un peu des sales perfs. Alors il a des bonnes perfs sur le Bitcoin. Il est encore en positif, mais par contre, il a des perfs qui font un petit peu peur là sur les plus petites cryptos. Alors ce qui m'étonne pas trop parce que les altcoins ont pris un petit peu cher ces derniers mois. Alors il a des très faibles montants, donc ça impacte peu son patrimoine. Et je vois rapidement ce qu'il a en métaux précieux. Il a 430 €, alors il a de l'or et des pièces d'or, du 20 francs coq, alors très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Moi, je suis plutôt pro or physique, plutôt or papier, parce que je considère que l'or est une valeur refuge et que c'est mieux de l'avoir en physique plutôt que ce soit corrélé à des émetteurs sur les marchés financiers. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il est diversifié, qu'il soit un petit peu débancarisé avec de la pièce d'or. Donc si on revient à sa situation, déjà, je récapitule un petit peu les axes d'optimisation qu'il y a pour lui. Pour moi, il y a eu, alors je vais pas dire que c'est une erreur de conseil parce que évidemment, j'ai pas tous les éléments sur lui, sur sa situation personnelle, fiscale et tout. Peut-être que le conseiller qui l'a conseillé, bah, il avait d'autres arguments qui lui ont permis voilà, de justifier les investissements dans les CPI françaises. Moi, à titre perso, en voyant qu'il est en TMI 30% et en faisant du crédit, je l'aurais plutôt orienté sur des CPI 100% étrangères ou du moins à très grosse dominante étrangère. Autre chose, je lui aurais recommandé plus que 3 SCPI parce que là, on parle quand même de 250 000 € d'investis, c'est beaucoup d'argent. Donc, mettre tout ça que sur 3 SCPI me paraît un peu trop peu diversifié. J'aurais choisi au moins 4 ou 5 SCPI pour encore plus diversifier. Autre chose, sur la bourse, pourquoi ne pas tout te focus sur de la gestion libre et pouvoir rester sur la gestion pilotée si tu es capable de choisir tes ETF en gestion libre et pourquoi aller prendre les mêmes ETF et sur ton compte titre
et sur ton PEA et aussi sur ton assurance vie. Et pourquoi pas maximiser le PEA où tu n'as pas de frais de gestion et où tu as la même fiscalité que l'assurance vie. Et pourquoi ne pas utiliser l'assurance vie pour d'autres choses, pour mettre d'autres actifs? Pourquoi pas de l'SCPI? Pourquoi pas du private equity? Pourquoi pas la partie safe? Pourquoi pas aussi quelques ETF, hein, pour dynamiser? C'est pas interdit, mais sache que tu as les frais de gestion qui sont pris sur ton assurance vie qui ne seront pas pris sur ton PEA. Donc, sur le long terme, ça a un impact. Et si on revient donc à ces objectifs, donc l'objectif de liberté financière, de revenus passifs, de valoriser un capital. Donc, bah, valorisation du capital, je pense qu'avec son assurance vie, et je pense qu'avec son assurance vie et le PEA, bah, il fait très bien, hein, il prend l'ETF, il dynamise, même si encore une fois, je pense que le PEA est plus adapté pour la stratégie d'ETF. Pour la partie revenu passif, ben, il est aussi en bonne voie parce qu'il utilise de la SCPI. Alors pour le coup, il a fait un crédit, donc c'est pas pour tout de suite, donc je sais pas sur combien de temps il a fait ce crédit, mais voilà, l'idée c'est qu'à la fin de son crédit, il ait ses revenus passifs dans sa poche, donc je pense qu'aussi il est en bonne voie là-dessus. Et pour la transmission, bah, pour le coup, l'assurance vie, bah, très bon outil de transmission. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant qu'il reste quand même avec des assurances vie, idéalement gestion libre, hein, s'il veut optimiser les frais. Et puis après, pour les CPI, pareil, la transmission, ça pourrait être optimisé avec la CPI. Il pourra toujours démembrer, par exemple, vendre la Nupro et lui garder l'usufruit dans un futur pour ses enfants. Voilà, il y aura plein de choses possibles aussi grâce aux SCPI. Donc, on va dire que la SCPI plus l'assurance vie sont des bons supports pour la transmission, enfin, qui pourront lui servir plus tard pour la transmission. Et pour la valorisation du capital et la liberté financière, bah, je pense qu'il est quand même en bonne voie. Il a quand même fait du levier sur les SCPI. Alors, même s'il n'aura pas fait tout pareil, mais il investit quand même en ETF régulièrement. Donc, je pense que sur ça, il est en bonne voie. Après, s'il veut aller plus vite sur les libertés financières, certes, ça va demander du temps et de l'énergie, mais il peut aussi faire de l'IMO physique si bien sûr il a la capacité d'endettement, l'énergie et le temps pour s'en occuper. Ça permet bien sûr d'aller plus vite, mais au détriment bien sûr d'un rendement entrepreneurial qu'il va devoir consacrer et sacrifier peut-être au détriment de son instant présent et de sa famille potentielle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc, si vous voulez postuler aux analyses de patrimoine, ça se passe dans le lien en description. Je regarderai toutes les analyses et puis si vous êtes sélectionné, bien sûr, je vous préviendrai. Vous avez mon outil de suivi patrimonial aussi qui est dispo gratuitement dans le lien en description. Et si jamais tu veux tester aussi Louvinvest, hein, qui est la plateforme que j'utilise pour analyser, choisir les CPI, tu as un lien affilié aussi en description. Tu toucheras 25 € si tu fais ton premier investissement avec Louv, même avec un petit montant. Donc voilà, sur ce, je te laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté ou regardé. Et puis je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.